Salut, c'est Anthony. Salut, c'est Benoît. Bienvenue sur le podcast Agile comme un panda. Le podcast qui chaque semaine te donne les clés pour comprendre et maîtriser les subtilités de l'agilité. Alors, ne reste pas agile comme un panda et traverse cette jungle d'incompréhension avec nous. Agile comme un panda. Bonjour Yassir. Salut. Merci de me recevoir. On est dans un lieu un peu particulier. Effectivement. Si tu m'entends un peu crier, c'est que, comme je t'ai dit, je viens de me faire vacciner pour le Covid. Félicitations. Donc pour ceux qui écoutent peut-être dans 2-3 ans le podcast, là aujourd'hui on vit dans un monde dans lequel on est à une journée de pouvoir aller dans les bars, les restaurants. Ouais, c'est un truc de fou, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, comme j'ai un peu mal au bras, tu vas peut-être T'inquiète pas, t'approches pas. on n'a pas de problème. Donc voilà, je suis super content d'enregistrer avec toi. Donc est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Yassir Kazar, je suis un entrepreneur dans l'âme. Je fais partie je dis toujours des enfants de la génération 80. Donc, j'ai grandi avec un ordinateur entre les mains et donc j'ai très vite appris à bidouiller. Donc, j'ai une petite étiquette de hacker parce que voilà, quand je veux bidouiller un système, je peux passer des nuits blanches dessus sans dormir. Tu sais que tu vas y arriver. Et je ne sais pas c'est pas sûr que j'y arrive, mais en tout cas, ça m'empêche de dormir si j'y arrive pas. Donc, des fois, j'ai passé des nuits blanches sur des trucs que j'ai pas réussi à résoudre, mais je pouvais pas faire autrement. Donc, c'est ma principale maladie. Auprès de ça et auprès de l'entrepreneuriat, j'interviens dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs où j'enseigne la cybersécurité. Donc, quand c'est des écoles d'ingénieurs, je vais enseigner ce qu'on appelle la sécurité offensive, comment on s'introduit dans des systèmes justement pour montrer leur fragilité. Et l'idée derrière, c'est d'apprendre à se défendre, un peu comme dans les arts martiaux. Si on ne sait pas attaquer, on ne sait pas se défendre. Quand c'est des écoles de commerce, ça va plutôt être l'organisation, le marché, les acteurs de la cybersécurité. Sinon, je suis papa de 2 petits-enfants qui raccourcissent mes nuits chaque jour. Et enfin, je suis un passionné de métal. Voilà, tu connais tout de Yassir. D'accord, ok. Non, mais je sais que on m'a parlé de tes passages à l'Oktoberfest. Ouais, c'est marrant. Je sais pas si c'est hors sujet ce que je dis, mais enfin, c'est peut-être idiot, mais quasiment toutes les personnes que je connaisse du cyber, ils sont tous fans de métal. Qu'est-ce que vous avez avec ce truc? Je ne sais pas. C'est fou, hein? Écoute, c'est l'impression que ça donne. C'est un peu le cliché qu'on a dans les films. Je ne me suis jamais penché sur la question. Peut-être qu'il y a un truc avec ce côté un peu virtuosité des guitaristes, des groupes de métal, leur capacité à composer. Voilà, il y a un petit truc comme ça qui est lié à ça, ce côté peut-être rebelle, dark. Parce que si vous voulez identifier des cyber-hackers ou des mecs secrets défense, allez au Oktoberfest au bout de 2 jours, quand ils ont bu trop de bière, je pense que vous en identifiez une bonne vingtaine. Ouais, voilà. Donc, oui, il doit y avoir un petit quelque chose avec le métal, oui. Ok, alors, aujourd'hui, donc, tu es boss, CEO, je sais pas, de Yogosha, ça je sais. Qu'est-ce que vous faites Alors effectivement, je suis fondateur et CEO de Yogosha. Yogosha, de manière très simple, on est une plateforme de cybersécurité et on met en relation les entreprises, des organisations qui veulent se sécuriser avec une communauté de hackers, d'experts en sécurité à travers le monde qui vont, via notre plateforme, leur remonter des failles de sécurité à travers plusieurs modalités. Donc ça peut être du test d'intrusion, comme on le connaît. Ça peut être ce qu'on appelle des remontées sauvages de vulnérabilité. Ou ça peut être, et c'est peut-être le modèle pour lequel on est le plus connu, le bug bounty, à savoir des modèles dans lesquels les clients rémunèrent les hackers à la faille détectée. Voilà. Et en fonction de la criticité de la faille. Et en fonction effectivement de la criticité. Ouais, c'est chouette. Voilà, ce qui crée une approche assez innovante et en même temps assez pragmatique, dans le sens où tu payes pour ce que tu as. Et s'il n'y a pas de résultat, tu ne payes pas. Non, et puis en plus, moi c'est comme ça que je t'ai connu, notamment avec c'était la Thales Factory. La Thales Digital Factory, effectivement. Thales Digital Factory, donc il y avait des super retours. C'est vrai que rémunérer comme ça en fonction de la criticité de la taille, au moins, t'en as vraiment, littéralement pour ton argent. C'est exactement ça le principe. Et c'est une approche qui aujourd'hui devient assez normale, entre guillemets. C'est devenu mainstream. C'est devenu vraiment mainstream. Puis on est même fier de se dire que l'année dernière, le mot chasseur de primes
est rentré dans le dictionnaire français. Ah ouais? Il y a encore quelques années, quand on s'est lancé sur ce marché-là, avec quelques autres acteurs en Europe, je pense qu'on était des extraterrestres. Et là, c'est un petit coup de fierté de se dire, voilà, c'est quand même reconnu dans la langue française comme un mot à part entière, les chasseurs de primes. Les Boba Fett du digital. C'est ça. Yes. Du coup, Yogosha, ça a quel âge? Aujourd'hui, on a 5 ans. 5 ans. On a passé la barre symbolique des 5 ans. La phase à risque. Exactement. Presque une trentaine de personnes aujourd'hui. Et avec une activité principalement en France, mais on commence à ouvrir des pays comme l'Espagne, l'Allemagne, un peu le Moyen-Orient et l'Amérique du Nord. Ok. Bon, tu connais un peu le podcast, Yes. On va parler d'agilité. Allez. Donc, plein de questions liées à ça. C'est déjà dans votre manière de travailler au quotidien. Est-ce que vous intégrez des notions d'agilité Comment tu le vois? Je suis très content de faire ce podcast parce que je trouve que pour le coup, ça sort des sentiers battus autour de l'agilité. Ça fait partie de ces termes un peu barbares, tu vois, comme les profils zèbres ou HPI ou ce genre de choses, où tu peux le taguer un peu partout où tu veux. Et c'est assez large pour tout couvrir et totalement flou pour ne pas savoir ce que ça veut dire. C'est ultra galvaudé. C'est une des grandes questions qui revient chez Yogosha depuis le début. L'agilité, se mettre agile, pas agile. Ce qui est sûr, c'est que par la nature même d'une start-up, c'est-à-dire si on reprend même la définition d'une start-up, on est dans un modèle, tant qu'on est une start-up, on expérimente pour espérer trouver un business model rentable et scalable. Donc tant qu'on n'a pas trouvé ce business model, on est quelque part dans un modèle itératif qui t'impose une capacité à te remettre en question. À partir du moment où tu as trouvé ce modèle-là, normalement, tu deviens une entreprise. Personne n'a vocation à rester une start-up ad vitam aeternam. Donc, on a toujours cette contrainte-là. Maintenant, ce qu'on a vécu chez Yogosha, c'est que quand on regarde toutes les méthodologies qui existent, les approches, les philosophies, on peut les appeler comme on veut, c'est vrai que des fois, ça peut amener à des aberrations. Des équipes qui ont 2 personnes, 3 personnes, je veux dire, on ne va pas s'amuser à faire des post-it dans un truc. Je peux juste lui dire, Roger, est-ce que tu peux appuyer sur le bouton rouge en fait? Est-ce que tu as vraiment des gens qui s'appellent Roger chez Yogosha? Écoute, figure-toi que non. Non, mais c'est sûr, il ne faut pas tomber dans l'absurde d'un modèle. Exactement. Donc en fait, vis-à-vis de l'agilité, de ce terme-là, de tout ce qui peut s'approcher à ça, on essaie de garder une sorte de regard critique constamment. Et on a heureusement à l'intérieur même de l'équipe, des gens qui arrivent à tenir cette tension-là pour se dire ouais, ça peut être intéressant, mais essayons de regarder autrement. Est-ce que des fois, par exemple, il y avait des moments de pression sur le delivery, à des moments où l'équipe, on perdait plus de temps à organiser des scrums qu'à juste se dire fais un Excel et check et appuie dessus. Donc on essaie de garder un côté pragmatique. Néanmoins, c'est un sujet qui ne s'arrête jamais en fait. Cette histoire de l'agilité, cette capacité en fait à être flexible, se remettre en question, trouver rapidement des solutions, c'est un peu notre quotidien. Tu vois, c'est très paradoxal en fait comme situation. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que tout de suite, de manière naturelle, l'agilité, tu la vois bien sur 2 pans. Là, le pan que tu viens de traiter qui est plus opérationnel parce que lié au delivery. Et le premier point que tu m'as cité, c'est de dire, on cherche notre business model. Donc ça veut dire que tu lances des produits, une ligne de produits, plusieurs produits, et potentiellement tester des approches de marché qui peuvent être différentes jusqu'à celles que tu trouves. Donc non, mais c'est intéressant de se dire, par nature, une startup, ça l'est, mais c'est aussi parce que vous avez su scinder la partie agilité, orga et même business, parce qu'on parle de business agility, et aussi l'aspect opérationnel de la chose, quoi. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de faire, et à chaque fois, parce qu'à un moment ou à un autre, on se perd dans tout ça. On a testé plein de choses, mais à chaque fois, ce qu'on essaye de faire, peut-être c'est aussi ce qui nous sauve, c'est de revenir à la question fondamentale de pourquoi est-ce qu'on est en train de faire tout ça en fait. Où est-ce qu'on veut aller? En fait, à chaque fois qu'on arrive à raccrocher ça à un cap, à un objectif, en fait, on arrive à éliminer. Parce que la vraie question, c'est d'éliminer tout ce qui ne sert à rien. C'est un peu comme dans la science, en fait. C'est pas on cumule des savoirs, c'est en fait on corrige des erreurs au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, ça a été un petit peu notre manière de faire. Donc, si je reviens à ta question fondamentale, si par exemple je prends l'équipe Produit Tech, par nature, c'est certainement une de celles qui est les plus agiles au sens méthodo. En sachant que ça a été une des équipes qui a été à un certain moment la plus critique, puisqu'elle s'est rendue compte elle-même de la schizophrénie que ça a créé chez elle.
Mais c'est vrai que maintenant, on essaye et on a beaucoup appris de ce qu'a fait l'équipe tech et on le déploie un peu partout avec vraiment cette idée de dire il faut qu'il y ait des objectifs clairs, il faut qu'il y ait des manières de mesurer ce qu'on fait et il faut qu'il y ait une méthode, c'est-à-dire une grille qui permet de mettre tout le monde d'accord sur des prises de décision rapides. Oui, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Voilà, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. À partir du moment où on a quelque chose qui ressemble à ça, on peut trouver un semblant d'agilité. Après, où est-ce qu'on veut mettre les curseurs? Est-ce que c'est l'agilité à la minute ou est-ce que c'est l'agilité à 2 heures ou 3 jours? Ça, c'est une autre histoire et c'est l'impératif de chaque boîte. Moi, ce qui est marrant, je vais te choquer. Moi, en fait, tu me dis ça. En vrai, je peux te le dire. Tu fais de l'agilité à l'échelle, là. Ouais, ok. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, tu pars de ce qu'on appelle dans Safe le thème stratégique. Ouais. C'est-à-dire, c'est quoi ton objectif business? Et tu as dit, bah, tiens, en fonction de ce thème stratégique, je mets des indicateurs. KPI, OKR, selon... Master plan. Ouais, selon votre obédience, moi, voilà, j'ai pas de soucis. Et en fait, après, vous le déclinez en disant, bah, qu'est-ce qui est pertinent pour arriver à cet objectif? Agile, pas agile, peu importe, il faut que ce soit efficace et que ça fonctionne. Exact. Donc en réalité, tu l'es. Eh bien, écoute, voilà, je vais dormir moins con ce soir. Non, mais c'est marrant parce que c'est aussi la nature même. Ce que je veux mettre en lumière aussi, c'est ton mindset. Tu l'as dit, tu étais entrepreneur. Je pense que réellement tu l'es et c'est un truc que tu avais avant. C'est pas de la formation ou quoi que ce soit. C'est plus qu'entrepreneur, je te vois bien comme un chercheur, au sens je veux découvrir des trucs, les tester. Et en fait, c'est ça l'agilité. Sauf qu'en général, le faire à un niveau CEO, c'est super rare en France. Parce qu'on n'est pas, notre formation, elle n'est pas forcément, elle va pas pousser à ça. Alors écoute, pour te répondre, je pense que tu me connais pour être très, très cash et très transparent. Autant tu vois, par exemple, si je fais de manière rétrospective, me concernant personnellement, moi l'agilité, je la cherchais dans notre business model, par exemple. D'accord. C'est-à-dire, j'étais convaincu que pour la cybersécurité, quand tu regardes la pression que met les attaquants aujourd'hui, l'impératif de développer vite, être capable de détecter et de corriger rapidement n'est plus un luxe. Donc si tu veux, et c'est pour ça que notre business, de facto, peut-être que moi je cherchais une agilité là-dedans. Au niveau de l'orga, sincèrement, même si moi j'étudiais beaucoup de choses, beaucoup revient à l'équipe qui est autour de moi, où il y a des gens qui ont vécu ça, qui l'ont traité, d'autres qui ne l'ont jamais vécu. D'ailleurs, c'est très marrant de voir à quel point les gens qui n'ont pas vécu des choses peuvent être très pertinents quand il y a des problèmes qui se sont posés et des gens qui ont... Tu vois, on a toujours cette hantise de se dire il faut que je cherche quelqu'un qui a déjà vu le truc 5-6 fois. Mais quelqu'un qui a déjà vu le truc 5-6 fois ne sait faire que ce qu'il a déjà vu. Là où ceux qui ont un regard neuf, des fois, il peut te sortir un truc que personne n'a fait, entre guillemets, mais il s'avère être que c'est vraiment ça la solution. Et c'est ce qu'il faut vraiment faire. Là, j'ai lu un petit truc. Il y a une semaine, j'ai lu le dernier numéro de la Harvard Business Review. Ouais. Et en fait, le sujet, c'était la jeunesse des CEO que tu mets dans les grosses boîtes aujourd'hui. Ouais. Et est-ce que c'est bien ou pas d'avoir un CEO qui l'a déjà été? Ouais. Et en fait... La réponse, c'est de dire, c'est en fonction du contexte. Ouais. En gros, si tu as un besoin d'urgence, c'est mieux de mettre quelqu'un qui a déjà été CEO parce qu'il a des solutions qui ont été prouvées, même si ça ne va pas être exactement la réponse à exactement le même problème. Ouais. D'accord. En revanche, si tu as une vision plus moyen-long terme, tu vas mettre plutôt quelqu'un de novateur, justement, qui n'a pas vu le problème, parce que du coup, il ne va pas avoir tous les biais cognitifs de dire « Ah moi, je l'ai vu ailleurs, c'était comme ça, donc c'est la même solution ». C'est pour ça, ce que tu dis, c'est... Du recrutement agile de CEO. Ouais, non, mais c'est ça. Et pourquoi je dis ça, c'est que le mec interviewé, alors je suis désolé, je n'ai pas son nom, mais il a dit une phrase que j'ai trouvée d'une puissance incroyable. Il disait, moi, en tant que CEO, mon but, c'est d'avoir raison à la fin d'une réunion, pas au début. Parce qu'il a écouté l'équipe, après il a tranché. Et cette phrase, j'ai trouvé d'une puissance. Et en fait, c'est un peu ça l'agilité. Et c'est un peu comme ça que je te vois dans Yogosha, parce qu'évidemment, je te suis. Et je sais que tu es comme ça. En tout cas, j'essaie de l'être. Mais comme dit encore une fois, ça a beaucoup aussi attrait à la composition de l'équipe. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi un mindset qu'il faut avoir, des prédispositions. Parce que ce côté de se remettre en question, d'où l'importance d'avoir des rituels. Tu vois, on va revenir à des choses qui sont très tribales en fait, mais quand tu n'as pas de rituel, c'est très aliénant et c'est très fatigant pour les gens. De à chaque fois se dire tiens, après 3 semaines, on va changer de méthodo, on va tester un nouveau truc, tiens, ça ne marche pas, on va partir à gauche, on va partir à droite. Donc ça peut très vite devenir une fuite en avant, cette recherche de l'agilité.
Voilà. Donc je pense que c'est un vrai équilibre conscient ou inconscient au sein d'une organisation pour se dire il faut qu'il y ait des empêcheurs de tourner en rond, il faut qu'il y ait des gens qui soient capables de temporiser quand il le faut. Donc voilà, il y a un peu de... En plus, aujourd'hui, là, tu me dis, vous êtes une trentaine, Ouais. donc on commence à une start-up assez intéressante. L'agilité, comme tu me dis, c'est des boucles, c'est itératif, mais les délais sont super courts. Ouais. 2-3 semaines, à un moment, il faut sortir les gens de ce rythme, parce que tu t'en sors plus, quoi. C'est le jour de la marmotte, quoi. Tous les jours, tu refais la même chose. Donc c'est aussi bon de changer. Ouais, on l'a vécu sur des chantiers qu'on continue même de vivre un peu, où il y a des trucs qu'on remet en question régulièrement. Et en fait, tu te rends compte qu'à un moment, c'est un truc qui des fois ne s'arrête plus. S'il n'y a pas quelqu'un, si tu ne le rentres pas dans une case, tu peux le faire constamment. Et ça, des fois, c'est bien. Il y a des fois où ça peut être très fatigant pour les personnes. Donc, on essaie maintenant de faire attention à ça. Et je te dis, on a été très, très contents là, depuis, peut-être depuis maintenant 1 an. Voilà, on s'est fait accompagner pour avoir justement un regard extérieur, pour justement se poser les bonnes questions, ramener de la méthodo, et voilà, trouver un nouvel équilibre. Ouais. Et on a fait, par contre, pour le coup, paradoxalement, on a fait tout un travail qui est parti même des valeurs de l'équipe. Et on est remonté de la raison d'être et compagnie pour arriver sur une méthodo qui est alignée à ça. Et au début, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient ce qu'ils faisaient là quand on faisait les réunions. Et petit à petit, on a vraiment senti, on a senti une adhésion. Bon, ça prend du temps, c'est pas magique, mais une fois que ça se met en place, tu sens vraiment un changement de rythme de dingue chez les gens, quoi. C'est ça la force, pour moi, des mindset agiles, parce qu'encore une fois, c'est pas une méthode. C'est de dire en fait, tu as une base de l'agilité, mais c'est surtout maintenant en fait ce que tu fais sur la partie où tu fais de l'agile, c'est de l'agilité by Yogosha en fait. Ouais. C'est parce que votre forme d'agilité, elle va marcher chez vous. Et potentiellement nulle part ailleurs. Ouais. Et c'est ça. Et donc, ce que tu dis, tu as vraiment senti ce switch des équipes? Franchement, oui. Franchement, oui. On a senti. Il y a un moment où tu l'as vraiment matérialisé. Ah, oui, il y a vraiment un point clé où tu te dis, ça y est, ils ont changé de mindset. Alors, ça se matérialise, encore une fois, à plusieurs niveaux. Je pense moi, je reste toujours convaincu qu'au-delà de toutes les méthodes, de toutes les tentatives d'organisation autres, il y a un truc fondamental qui est la conviction des gens. Est-ce que les gens sont convaincus de ce qu'ils sont en train de faire au quotidien ou pas? Et je pense que maintenant, c'est un sujet de notre génération et les générations qui vont nous suivre. La raison d'être, le why, le sens. Voilà, c'est quelque chose, c'est pas un luxe. Et le travailler, le formaliser, c'est pas anodin. C'est vraiment très, très, très compliqué comme exercice, quoi. Donc, il y a déjà ce premier truc qui est quand même le moteur principal. Parce que le but d'une organisation, c'est faire en sorte que les gens se mettent en mouvement. Agile, pas agile. S'il n'est pas convaincu, tu peux lui mettre toute l'agilité du monde. Il plantera le truc. Il va se démerder pour le planter, quoi. Donc, de toute façon, il faut partir de ça. Ensuite, moi, je te dis, je l'ai senti, par plusieurs choses. Parce qu'on faisait des feedbacks en interne sur l'équipe. On demandait régulièrement des feedbacks. Pour dire voilà comment vous sentez. On a identifié le problème de la prise de décision. Et en fait, on avait au début des notes très 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 dures, quoi, tu vois. Vraiment maintenant, de l'équipe, ouais. De l'équipe en elle-même, en mode anonyme en plus. Donc les gens, ils se lâchaient réellement et on leur disait. C'est comme ça, quoi. Ouais, voilà. Et on a vraiment vu maintenant, on a de super feedbacks. Les gens redemandent. Ils y vont. Et puis surtout, parce qu'ils sont fiers de ce qu'ils font. C'est ça, quoi. Exactement. Parce que tu fais un sens et tu dis. Exactement. Je sais où je vais, je vois les résultats. Et on a créé des instances régulières où on partage ce qui a été fait, des instances de prise de décision, des outils qui permettent des trucs à la con, je veux dire, juste prioriser des choses. Est-ce qu'on garde pas, est-ce qu'on déplace? Mais tout ça dans un cadre transverse où tout le monde a accès à l'information de manière efficace, régulière. Voilà, ça paraît du bon sens. C'est toujours le problème des organisations, c'est que sur papier, quand on se dit comme ça a du bon sens. Le mettre en œuvre, avec les contraintes du business, les difficultés personnelles des uns et des autres, c'est pas évident. Donc quand on a les moyens ou quand on a, se faire accompagner, avoir un regard extérieur, c'est pas un luxe. C'est vraiment pas un luxe parce que le boss qui arrive dans une salle, comme tu disais tout à l'heure, qui tape sur la table en disant maintenant on va faire comme ça, généralement il perd une bonne partie de son équipe, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'agilité, quand tu fais une des cérémonies qui s'appelle la rétrospective, souvent c'est que l'équipe, et justement on veut pas qu'il y ait de boss pour pas qu'il y ait ce billet-là. Parce que même ton ou ta boss, c'est la meilleure du monde, la plus cool, la plus ouverte.
par nature, tout le monde va un peu biaiser sa communication, etc. C'est clair. Tu as peut-être une personne sur 100 qui va être cash, et d'ailleurs, on apprécie cette personne dans l'entreprise pour ça, mais tout le monde n'est pas à l'aise dans ce rôle-là, quoi. C'est clair. En tout cas, je vais juste confirmer un truc, je te dis, c'est que tu fais vraiment de l'agilité à l'échelle. Et je pense que la prochaine formation, en fait, quand tu formes les entreprises à l'échelle, il y a une des premières formations qui est destinée aux dirigeants. Je vais t'emmener en guest. Non, mais parce qu'en plus, t'as le... En fait, je trouve ça top parce que tu vis le safe. En fait, tu l'as créé. Tu ne te rends pas compte parce que tu suis exactement les principes et que nous, on essaye justement d'essayer d'exposer via le podcast. C'est de dire... On n'a même pas répété en plus. Moi, j'ai suivi mon équipe. Hein. Mais oui, mais parce que c'est logique. Mais c'est ça aussi, c'est faire confiance. Aujourd'hui, pourquoi c'est dur de passer de l'agilité à l'échelle ? Parce que faut être courageux en tant que dirigeant ou dirigeante, parce qu'il faut accepter que l'équipe dise la direction que vous prenez, ça marche pas. Et en fait, ça, c'est super dur. C'est clair. Les premières réunions, c'était ça. Hein. Premier, quand on a démarré l'accompagnement, il y a beaucoup de gens qui disaient mais on ne sait pas où est-ce qu'on va, c'est pas clair. Mais toi, tu trouves ça dur au niveau d'une start-up ? Imagine, tu es le dirigeant d'une des boîtes du CAC. Quand on te dit ça, c'est quand même... c'est pas la même chose. Et c'est en ça que c'est dur. Je trouve ça cool parce que tu l'as vraiment vécu. On a été en plein dedans et voilà. Et je pense aussi, pareil, je pense qu'il y a, moi je vais pas dire une nouvelle génération d'entrepreneurs. Je pense que c'est quelque chose qui a toujours existé. Mais, il y a peut-être plus de dispositifs qui le favorisent, qui le poussent. C'est ça, on en parle, c'est plus formel, c'est plus visible, c'est plus mis en avant, c'est plus partagé. Et donc aujourd'hui, il faut accepter que dans un groupe qui, par nature, à un moment, il va y avoir de l'entropie qui va favoriser le chaos. Il faut accepter qu'à un moment, les gens soient perdus. Je veux dire, sinon, il y a un truc qui cloche, quoi. Ça veut dire qu'il n'évolue pas, ça veut dire qu'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il est monolithique. Si tout le monde sait tout, c'est louche. Dit comme ça a l'air facile. Mais c'est vrai que quand on se le prend, le danger, peut-être, c'est de le prendre comme une remise en question, alors que... Il ne faut pas d'ego, en fait. Voilà, pas d'ego mal placé. Les gens, ils partagent justement, et c'est parce qu'ils ont confiance qui vont mettre ça sur la table. Sinon, ils donneraient leur démission, en fait. Si quelqu'un est toujours là et qui dit « Je suis désolé, je suis perdu, je ne comprends pas où on va », c'est qu'il y a un travail à faire. Donc, c'est pour être positif, sinon, comme tu dis, il peut s'adème et voilà. Avec le marché du travail actuel, en pandémie, c'était un peu plus compliqué, mais sorti de là, les gens, ils posent la démission, ils partent. Hein, je veux dire, surtout quand on prend des postes très, très, très prisés, digital, tech, machin. Aujourd'hui, il y a quand même... Ça, c'est des... ça va ces métiers embauche, pandémie ou pas. Quoi. Exactement. Et puis, comme on disait, il y a aussi cette génération vraiment qui est sur les questions de conviction et de confiance et de sens. Je veux dire, quand ils sentent que les cases ne sont pas cochées, ils ne tergiversent pas longtemps, hein. Ils vont partir très vite ailleurs. Il y a une vraie quête de sens. De plus en plus de statistiques, elles valent ce qu'elles valent, mais quand même qui tendent à montrer que ce n'est pas un phénomène, un épiphénomène, ça a l'air d'être des tendances de fond. Quoi. Là, nous regardait avec mon associé, on regardait les stats des premières embauches des étudiants fraîchement diplômés, des grosses parisiennes en commerce ou des grosses écoles d'ingénieurs. Et en fait, alors c'est plus vrai pour les écoles de commerce, mais tout ce qui est recrutement par banque, cabinet de conseil, assurance, etc., c'est en chute libre depuis 5 ans. Et ça monte plutôt vers tout ce qui est ONG, associations, etc. On voit que ça explose, donc il y a une vraie quête du sens. Donc peut-être qu'on va mettre clairement 20-25 ans à vraiment le traduire, parce que c'est le temps que faudra que ces personnes mettent pour arriver en haut des organigrammes. Mais c'est vrai qu'il y a un changement de fond, peut-être qui va un peu améliorer et qu'on ne revivra pas ces 2 années un peu... En tout cas, c'est sûr qu'il y a une remise en question. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on est en train de s'éloigner du sujet, mais c'est peut-être aussi ça la question de cette agilité, c'est qu'à un moment, on a aussi favorisé la capacité des gens à se remettre en question, à se poser, à amener du rationnel et pas juste suivre un gourou de manière aveugle, parce que c'est aussi ça la question derrière. Et voilà, quand on parle d'entreprise à impact, d'entreprise à quête, etc., c'est qu'il y a peut-être aussi une transformation très lente de la quête de l'entreprise, du rôle qu'elle est censée jouer dans une organisation, des transactions qu'elle est censée fluidifier. C'est peut-être ça ce qu'on est en train de vivre. Qu'est-ce que ça va donner ? J'ai vraiment pas de boule de cristal, mais ça va vraisemblablement vers une création de plus de sens
en espérant qu'on aura le temps de voir ce que ça va donner concrètement. Ok, alors Yassir, je vais avoir une dernière question pour toi. En fait, Vas-y. je coupe, sinon on y passe encore 3 heures, je le sens. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, à laquelle tu aurais aimé répondre? Et du coup, si tu peux y répondre. Waouh, c'est la première fois qu'on me l'a fait celle-là. Je la fais à chaque fois. Elle est très Mais bien, je la coupe au montage Ouais. pour garder la fraîcheur. Est-ce qu'il y a une question que tu m'as posée? Pas posée, et que Ouais. tu aurais aimé répondre. Moi, je pense que la vraie question, elle est effectivement sur la valeur perçue de l'autre côté. Il y a peut-être des dirigeants encore qui ne perçoivent pas, de la même manière qu'on parlait d'ailleurs de l'agilité. Je pense qu'il y a des dirigeants qui voient ça comme un luxe Ouais, ou un marché de c'est un charlatans. nice to have, quoi. Voilà, C'est un nice pas- to have. Et je pense que fondamentalement, c'est peut-être aussi un des dangers de l'agilité, c'est qu'il y a tellement tout et n'importe quoi dans l'offre que ça crée un c'est énorme difficile. brouhaha et c'est difficile, un peu comme dans le coaching ou autre, toutes ces Tout choses. le monde est coach, mais en fait, personne ne l'est. Voilà. Si on cherche vraiment les diplômes de coach, Donc voilà, je pense que c'est peut-être aussi ça la difficulté dans l'agilité. Nous, c'est peut-être ça la question à laquelle je m'attendais à ce qu'on se pose la question. Nous, je t'ai dit, nous, on a eu la chance de se faire accompagner par un cabinet, alors qui, dans l'agilité, n'est pas forcément d'ailleurs son cœur d'activité. Mhm. C'est plus un cabinet qui réfléchit sur la raison d'être, sur comment on se recentre sur ses valeurs, comment on en fait un outil de prise de décision. Et en fait, en travaillant sur ça, on a été ramené à faire des choix d'organisation qui sont adaptés à notre rythme, qui sont adaptés à où est-ce qu'on veut aller et qui nous ont grandement facilité, parce que le nerf de la guerre, il est là, c'est comment décider. Voilà, ça a l'air d'être très simple dans oui, une et boîte. puis, Voilà, puis comment on décide. une boîte de votre taille. Bah Faut oui. pas que tu aies la même chaîne de décision que sur une boîte du CAC. Exactement, C'est idiot, quoi. exactement, voilà. Et donc, comment décider c'est toujours une suite de décisions qui va faire qu'une boîte va réussir, et c'est tout aussi une suite de décisions qui va tuer une boîte. Donc, quand on décide, par exemple, d'être sur un modèle collaboratif, participatif, voilà, ça ne peut pas juste être de manière intuitive, freestyle, on y va, chacun donne son opinion. Faut des règles. Non, ça ne marche pas. Il y a une vraie gouvernance à installer, et le temps de la mettre en œuvre, c'est pas évident. Et je pense que c'est là l'apport de l'agilité réellement. Il est là pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le synthétise. Complètement. Ce cadre-là de prise de décision. Et je te remercie de dire ça, parce que souvent, l'agilité, elle est mal perçue en mode on fait ce qu'on veut. Alors qu'en réalité, pour très bien connaître le V, parce que j'ai fait 10 ans de waterfall et ça fait 5 ans que je fais de l'agilité, en réalité, l'agilité est beaucoup plus contraignant que le V. Mais en fait, il y a un a priori. Alors, je sais pas comment il est né, cet a priori. Peut-être qu'il est légitime, etc. Mais en vrai, il est faux. Ouais. Donc, je pense qu'il est né du fait que le cycle en V, il y avait toute une culture, des spécifications, des réunions, des machins qui donnaient une lourdeur. Là où l'agilité, tu sais, il y avait des slides, les jolies présentations qui peut-être donnaient un côté fun, alors que le rythme, faire des sprints de toutes les semaines, démarrer le lundi, faire des stand-up meetings tous les matins et compagnie, c'est militaire. Je veux dire, non, mais le cycle en V, il est peut-être long, mais en termes de rythme, les rythmes agiles sont extrêmement soutenus. parce que sur un V, tu l'étales sur Ouais, c'est ça. des mois. Et là, des années ce que tu avais même. sur des mois, Tu le ramènes, tu le ramènes sur 1, 2, 3 semaines. Donc Exactement. Ok. En tout cas, merci énormément Yassir. On va remercier Cyril qui nous a trouvé ce lieu de manière inopinée. De mon équipe qui a sauvé ce podcast. Ouais, je vais peut-être pas dire où c'est parce que je sais pas s'ils ont le droit de nous accueillir, mais on les remercie très fort. Et puis j'espère te revoir bientôt Écoute, pour peut-être d'autres sujets, d'autres avec podcasts. grand plaisir. Et en fin de compte, tu n'as pas beaucoup crié avec ton vaccin. Là, je suis un peu surpris. J'avais des petits spasmes Des parfois. petits spasmes. Non, mais c'était un vrai plaisir et je te remercie C'est beaucoup pour partagé. l'invitation. Yes, merci Yassir. Je t'en À prie. bientôt. Salut. Voilà les pandas, j'espère que cet épisode vous a plu et que Yassir vous a permis de comprendre que l'agilité n'était pas que affaire de delivery. C'est un mindset qui transcende l'entreprise et qui touche du développeur jusqu'à ses dirigeants. Bonne semaine à toutes et à tous. C'est exactement quand la famille, tu te présentes comme informaticien. Tu dis, tiens, J'ai un problème, Ouais, tu peux me mise à en jour. hauteur, là,
il fait un bruit bizarre. Moi, je dis plus, je suis dans l'informatique. Moi, je suis grillé avec la famille, mais ailleurs. Appel free, quoi. Il me parle. Je parle pas du tout d'informatique. Je suis dans l'entrepreneuriat. Parce que dès que tu dis cyberwatch, je te promets. Tu passes un week-end de merde. Tu fais les téléphones de tout le monde. Dès que je parle de ça, je te jure, il y a toujours quelqu'un qui dit. En fait, d'ailleurs, sur mon ordinateur, j'ai remarqué, il me faisait des trucs bizarres. Je dis, oh putain, oh la vache.